première inspiration, c'est le cinéma. Je me rends souvent dans des expositions pour regarder un petit peu, puiser des choses. Tu ferais un Frankenstein de plusieurs boîtiers en prenant le meilleur. Un drone qui te permet du coup de mettre de la pellicule, j'enlève le son et je regarde les images. Alors salut à tous et à toutes et bienvenue à nouveau pour une petite entrevue. Aujourd'hui on reçoit David Kircher. Bonjour David. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ouais. Cool. Est-ce que tu peux commencer peut-être par juste te présenter brièvement? Ben voilà, je m'appelle David Kircher, je suis photographe depuis presque 10 ans. J'ai commencé dans mon premier job en bossant à l'Opéra de Massy, en faisant de la vidéo et de la photo pour des spectacles, pour des artistes. Des interviews ou alors des images des spectacles. Et voilà, et là je suis indépendant depuis presque 5 ans et voilà. Donc ouais, photographe professionnel, indépendant, t'es pas affilié directement à une agence? Non, pas une agence, non. Non, je suis à mon compte. Ouais. Ok. Voilà. Ça fait combien de temps, toi, que tu fais de la photographie argentique, que tu pratiques vraiment de l'argentique? Ça fait depuis 2013, depuis que j'ai acheté mon premier Canon F1, qui était tout défoncé en fait. Il avait, je l'avais acheté sur le Bon Coin et j'avais juste envie en fait d'apprendre à utiliser un boîtier en full manuel. Donc je me suis dit Canon F1, là au moins je suis sûr. Ouais, on est sur du full donc. Et c'est voilà, depuis 2013 et c'est vraiment depuis ce moment-là que j'ai appris à faire de la photo. On va dire qu'avant j'utilisais des boîtiers numériques, je faisais de la photo mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai appris à faire de la photo, quoi. Tu considères que ce passage du numérique à l'argentique est vraiment le moment où tu as appris et tu es devenu entre guillemets photographe? Clairement, parce que à partir du moment où tu as un boîtier argentique en main, tu es obligé de réfléchir à toutes tes poses, tu es obligé de penser tes images, tu peux pas simplement shooter et ensuite sélectionner, tu dois réfléchir vraiment chaque image et puis surtout à apprendre le fonctionnement de ton boîtier. Aussi évidemment. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'argentique, à te dire tiens je vais pas plus faire de numérique ou alors en tout cas je vais m'orienter vraiment là-dessus? Est-ce qu'il y a un truc qui est un catalyseur ou pas du tout, c'est venu comme ça? Alors pas particulièrement, sinon que j'avais envie de tester cette partie de la photographie. Mais voilà, après mon amour pour la photo argentique est venu vraiment en essayant et c'est une manière vraiment de prendre des photos et c'est ça que je trouve très intéressant en argentique, c'est que voilà, c'est pas simplement juste des petites brûlures sur une pellicule ou un look vintage, c'est vraiment une manière de réfléchir les photos du début jusqu'à la fin. Ouais, il y a toute une méthode en fait, il y a ça qui et c'est vraiment ça moi qui m'intéresse, c'est tout ce procédé-là, la sélection de la pellicule, comment tu vas te préparer tes poses, comment tu vas cadrer, bien réfléchir, 36 poses ou alors 12 poses si tu es en moyen format. Et ensuite, au développement, voilà, des fois tu as des erreurs qui sortent. Oui, les surprises peuvent arriver en argentique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec ces petites erreurs. Alors des accidents qui sont parfois super cool, parfois moins, mais quand c'est cool, ça marche bien, on est content du résultat. Est-ce que tu aurais une manière, toi, donc bon, tu fais quand même, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, plus de portraits qu'autre chose. Est-ce que saurais définir une approche ton approche de la photographie ou un style particulier qui vraiment te définirait? Oui, alors moi je dirais que ce que je recherche toujours, c'est de trouver l'instant un peu décisif. Ouais. C'est vraiment ce moment où quelque chose se passe dans l'image et toutes celles qui étaient avant en fait n'étaient finalement que des espèces de brouillons de cette image-là. Et donc j'ai vraiment une approche, naturaliste, d'aller essayer de chercher ce moment naturel où il s'est passé quelque chose, où les astres se sont alignés pour que justement on se retrouve avec des images, avec une image précise, avec un moment précis et un cadrage précis. Et donc c'est vraiment ça que je recherche. D'accord. Et qu'est-ce que t'exprimerais du coup à ce moment précis? Est-ce qu'il y a vraiment un truc, ou comme tu dis, c'est l'alignement, c'est le bon moment, la bonne personne, la bonne lumière? Moi ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est de capturer le mouvement, d'essayer de trouver, je fais toujours un parallèle avec le cinéma où finalement moi tout ce que j'essaie de créer c'est
c'est de recomposer en fait en image par image des scènes qui sont déjà animées. Donc c'est vraiment ça que je recherche à travers mes images. Je suis très inspiré par le cinéma et trouver à chaque fois ce moment, cet instant décisif sur lequel on s'arrête et on se dit « Ah waouh, il s'est passé quelque chose ». Ok. Est-ce que tu as un matos vraiment qui est ton, on va dire, ton main gear que tu utilises quasiment tout le temps et qu'est-ce que c'est du coup, autant en termes de boîtier que d'objectifs, que de film potentiellement. Donc, quel est ton matos type, on va dire? J'utilise pas mal de Canon. Ok. Alors je suis pas non plus fidèle à une marque, pas spécialement, mais beaucoup de Canon, ouais. J'ai commencé avec un Canon F1. Le F1 donc, ouais, j'allais dire. Maintenant j'ai un Canon FTBQL, j'ai un Canon AE1 programme. Ok, ouais, donc t'es quand même sur des rustiques a priori, à part les séries A qui sont déjà un petit peu plus compactes, mais sinon ouais, FTB et F1 on est sur des... FTB F1, mais ce que j'aime bien c'est vraiment le boîtier brut, c'est voilà, la mécanique et puis avec une cellule. Okay. Après maintenant dernièrement j'utilise plus voilà, un AE1 programme ou un A1 parce que je pense que c'est intéressant à partir du moment où tu te sens en confiance avec un boîtier en manuel, de savoir aussi utiliser les modes automatiques à certains moments. Et j'ai bifurqué vers ça parce que j'avais avant un Olympus Miu 2 et avant ça j'avais un Yashica T4. Mais sauf que ces boîtiers-là sont devenus hors de prix et donc du coup je me suis tourné vers des boîtiers plus abordables. Je comprends, puis on en parlait en off tout à l'heure, ils sont difficilement réparables maintenant et donc ça devient très très cher très rapidement pour pas grand chose parce que même certes c'est des boîtiers très très cool mais il y a la petite tendance à la fragilité quand même. C'est fragile et voilà, ça se répare pas, j'ai déjà essayé d'en faire réparer, c'est compliqué. Et donc du coup je me tourne vers ces boîtiers-là qui proposent aussi des modes automatiques et qui me permettent moi dans certaines circonstances du coup de shooter un petit peu en réfléchissant moins. Et donc ouais, j'utilise principalement donc ces appareils-là avec des focales fixes, toujours des focales fixes. Pour un maximum de lumière et 35, 50, un joli bokeh en fonction de ce que tu veux mettre dans ton cadre. Toujours focale fixe, 35, 50, 85, voire 200. J'ai un 24 aussi, mais j'utilise moins souvent. Ça commence à être un peu déformé, donc... Voilà. Et sinon, en moyen format, j'ai essayé beaucoup de choses. Voilà, pour moi, c'est vraiment important de tester plein de boîtiers différents. J'ai essayé des Mamiya, plusieurs types de Mamiya, Hasselblad. Et en fait, mon boîtier de prédilection en moyen format, qui revient à chaque fois, c'est le Mamiya 6. Ok. Ouais. Très très chouette boîtier. Très chouette boîtier, voilà, Mamiya 6 avec le trio des objectifs. Bon, après la prise en main est assez exceptionnelle pour ceux qui ne connaissent pas forcément les boîtiers moyen format dans nos jeunes, en tout cas futurs abonnés de la chaîne et clients même de nos boutiques. Ça fait partie des boîtiers, bon déjà avec un certain prix, hein, disons-le, mais la prise en main, c'est un petit peu comme la première fois qu'on va avoir, je sais pas, un Pentax 6.7 ou des choses comme ça. C'est des boîtiers très très propres, qui ont une ergonomie bien à eux. Et c'est vrai que si on se sent bien avec d'un coup, ça marche du tonnerre. Et après, en termes d'appareil, c'est plutôt une bête de compète qui fait des super photos. Surtout avec les bonnes optiques carrément. Avec les 3 objectifs, c'est incroyable. Alors il a quand même un petit défaut parce que le boîtier parfait n'existe pas. C'est la visée télémétrique qui justement oblige à une distance focale minimale de 1 mètre. Puis sur du moyen format, c'est jamais évident, je trouve, le télémètre. Enfin, après, c'est peut-être un point de vue même personnel, mais... Moi, j'ai moins de problèmes avec le Mamiya 6 pour la visée, mais sinon, la distance focale qui est limitée et qui ne permet pas justement sur du portrait de se rapprocher. D'avoir un rapport extrêmement intime avec le sujet. Voilà. Okay. Mais le boîtier parfait n'existe pas. Du coup, tu nous as parlé de ton matos. Est-ce qu'il y a des films en particulier que tu shootes, on va dire, sur tes shootings, de manière vraiment, celui-là, je le fais pour celui-là pour ça, ou ça pour le kiff, juste pour moi, peut-être Portra 400. Portra 400, ouais, voilà. La base. La base. J'ai envie de dire oui, la base pour du portrait, la base, évidemment. Portra 400, t'as beau essayer ce que tu veux, voilà, il y a tous les autres et puis il y a la Portra, quoi. Okay. Voilà. Et tu fais que de la Portra ou du coup sur d'autres types de projets tu fais d'autres choses? Non, après la Pro Image 100 aussi marche très bien, ouais. En fonction après des disponibilités bien sûr. Et puis ensuite, ça dépend en fait du type de photo que je fais. Voilà. Si je veux quelque chose avec un rendu le plus propre possible, je vais prendre de la Portra, clairement. Après, si c'est des photos qui sont un peu plus prises sur le vif, et par exemple des photos plus de soirée ou
dans des instants où je réfléchis beaucoup moins, je vais utiliser d'autres modèles moins chers, plus accessibles. Ouais, je vois, très bien. Voilà, d'autres marques. Donc là, à peu près toutes les autres marques. Ok. Après, j'ai pas vraiment de pellicule que j'utilise pas, quoi. Ok, oui, y a rien que tu t'interdis, le panel il est large, ça peut être un peu tout. Mais après, je m'adapte vraiment. En tout cas, et portera dès que tu veux ton résultat de shoot pro, on va dire. Disons que j'avais pris l'habitude justement d'avoir toujours sur moi un Olympus, un U2, qui était toujours mon petit appareil. Celui-là, je lui mettais que des pellicules bon marché. Un peu plus cheap, ouais. Voilà, comme ça, je peux shooter facilement. Maintenant que j'ai plus de point and shoot, je me retrouve avec des boîtiers qui sont des Canon un peu plus gros. Et c'est vrai que maintenant, on est obligé d'en parler, l'augmentation des prix des pellicules. C'est certain. On est obligé d'en parler et finalement, comment dire, la différence entre de la Portra et de la pellicule moins chère, c'est peut-être un peu réduite. Ouais. Disons qu'il faut qu'il y ait une raison, entre guillemets, de shooter de la Portra, sinon ça revient cher. Donc soit on a les moyens et c'est tant mieux, soit il faut vraiment la vraie raison pour le faire, quoi. Donc un shoot pro, évidemment, là la raison elle est évidente. Ou alors un projet particulier qui demande vraiment une qualité d'image particulière sur des portraits, ça se tient aussi, mais sinon oui c'est vrai que c'est devenu très très onéreux de shooter que de la Portra, très clairement. Ouais. Est-ce que tu as un appareil photo dont tu rêves ou dont tu rêvais? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, l'appareil photo parfait n'existe pas, donc tu aurais envie un peu de prendre de chaque appareil photo, prendre une bonne pizza de prendre un objectif d'un seul blade, le coller sur un Mamiya pour qu'il ait une ouverture à 2.8, avec une distance focale minimum de 35 mm, ce serait pas mal. Donc après un boîtier vraiment parfait, je pense qu'il existe. Ok, tu ferais un Frankenstein de plusieurs boîtiers en prenant le meilleur de telle marque, tel type, tel... ok. Ouais, ou alors une idée bête, ça n'existe pas évidemment, mais un drone qui te permet du coup de mettre de la pellicule et de shooter, d'avoir des angles de vue. Ce serait cool, il y a des projets déjà un peu faits comme ça, c'est l'américain de Jay's Film, je sais pas si tu connais, sur Instagram, vous également, vous regarderez, c'est quelqu'un qui fait principalement des photos d'étoiles, de la pose longue sur du film, donc bon, rien que ça, il y a quand même un grand respect à avoir pour des gens qui tapent ce type de photos, et effectivement, il a, ces 2 dernières années, je crois, commencé à mettre un peu un petit système où il cale son Mew, c'est un Olympus Mew également, qu'il met sur son drone, il le balade et il fait des photos vue aérienne, etc. Et c'est assez chouette, il y a un petit kiff, j'avoue que mettre un méga boîtier sur un super drone, c'est un peu le rêve de pouvoir se faufiler et faire des prises de vue qu'on peut pas faire avec des angles incroyables, ce serait cool. Ok, pour l'appareil, est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose que tu rêverais de photographier? Ça peut être une personne, un lieu, vraiment ce que tu... Ce serait un kiff, pas forcément le rêve d'une vie, mais un grand kiff. Alors un lieu que j'aimerais vraiment photographier, j'y pensais parce que je regardais pas mal d'images dernièrement d'expéditions d'alpinistes. Ce serait d'aller photographier des montagnes, des 8000 mètres, donc de la haute montagne. Voilà, de la haute montagne, et pas forcément en allant dans les sommets, mais juste se rendre dans ces endroits-là qui sont très inaccessibles pour l'homme. Un truc sauvage et inaccessible, très brut. La vallée du Karakoram, par exemple, c'est au Pakistan, pour accéder justement au K2. C'est une espèce de zone où voilà, c'est très sauvage, avec des géants de glace partout et de granit. Et d'être là-dedans, je pense qu'en moyen format, ça doit être exceptionnel. Ouais, j'imagine. Et est-ce qu'il y a une personne que tu rêverais de photographier ? Une personnalité? Alors, une personnalité, pas particulièrement, en réalité, non, pas particulièrement. Ok, c'est pas... Je te dirais peut-être Johnny Hallyday, mais il est mort. Ouais, là ça va être plus compliqué maintenant, c'est sûr. Très clairement. Des photos de Johnny, dans son intimité. Projet sympa, mais maintenant plutôt irréalisable, ou difficilement en tout cas. Est-ce que tu aurais une petite anecdote photographique qui serait arrivé, un truc fun, ou au contraire pas fun du tout, je sais pas, une petite histoire photo argentique? À la base, c'était pas une histoire fun, mais c'est devenu une histoire assez fun. C'est en fait, j'avais utilisé une pellicule photo à un moment pour un shooting, et ça m'arrive assez souvent de ne pas les terminer.
et de me retrouver à parfois même 5-6 poses sur une pellicule et d'être bloqué parce que tiens, j'aurais aimé pour le shooting suivant utiliser ce boîtier-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rembobiné, j'ai pas noté le nombre de vues et je l'ai utilisé peut-être 6 mois plus tard j'ai shooté, j'ai complètement oublié qu'il y avait des poses dessus. Et l'assemblage des poses a fait une double exposition assez incroyable et je suis très très fier. J'ai une photo en particulier où on voit la superposition de 2 images, l'une à Paris et l'une à Madrid, parce que j'étais beaucoup entre ces 2 villes à une époque. Et cette superposition a fait une image que je trouve voilà, assez incroyable, une espèce d'accident génial. C'est exactement ce que j'allais dire, hein. Les accidents magiques que peuvent provoquer selon l'argentique, le fait voilà, d'avoir zappé que tu avais déjà exposé en partie ton film, l'avoir remis dans un appareil, le re-shooter, et au final le développement, une grosse surprise. C'est un truc assez chouette et qui peut arriver encore. J'ai beaucoup de respect pour justement ces espèces d'accidents aléatoires comment dire, c'est vrai qu'on aurait envie d'essayer de les reprovoquer. Ouais, c'est plus exactement pareil. La notion d'accident et de maîtrise de l'accident, par définition, ne correspond plus au truc, même si voilà, il y a beaucoup de photographes qui tentent dans l'expérience de justement recréer des accidents pour essayer d'arriver à un type très particulier de photo ou de procédé. Et souvent, c'est le naturel qui fait que justement, c'est chouette. On en parlait un tout petit peu par rapport au prix, mais on va le voir de manière plus globale. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton côté, de cette espèce de retour de l'argentique, mais en tant qu'effet de mode, à savoir, bon voilà, c'est un truc qui devait mourir à la fin des années 90, début 2000 avec l'arrivée du numérique. On va dire que les plus vieux ont continué de maintenir un peu le truc, ou des passionnés comme toi ou comme moi qui s'y sont mis il y a pas mal de temps. Et là, depuis 5-10 ans, on voit bien que le truc monte à un niveau extrême et qu'aujourd'hui, c'est même quasiment que des jeunes qui sont nés dans le tout numérique qui se sont mis à l'argentique et qui développent le truc à fond. Quel est ton point de vue, ou est-ce que tu n'as pas de point de vue, toi, sur le fait que c'est peut-être un effet de mode, que ça va peut-être retomber ou pas? Alors moi, je suis très content que ce soit un effet de très mode. cool. Très très content, parce que plus c'est un effet de mode finalement, et plus ça va durer, on va pouvoir continuer à faire de la pellicule, et que ce ne sera pas uniquement réservé à une niche, parce que même si actuellement les prix augmentent de manière assez démentielle, on a besoin, nous en tant que photographes, de pouvoir shooter, que ce soit pas simplement une question de prix en permanence. Donc c'est très bien que ce soit un effet de mode. Maintenant, ce serait bien que d'ailleurs les producteurs, enfin ceux que Kodak notamment, qui ont des monopoles sur la pellicule, justement essaie de se moderniser, de proposer quelque chose de nouveau justement au niveau des pellicules. Mais moi je trouve que c'est très bien, et idéalement si ça pouvait s'installer comme en musique, qui avec le vinyle a créé une espèce de standard, si la pellicule pouvait rester comme une espèce de standard dans la photographie et être indémodable, et justement voilà, de pouvoir durer dans le temps, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Écoute, on l'espère de ouf. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail, mais de manière professionnelle, là, pas forcément des shoots intimes ou pour toi, soirée amis, mais vraiment ta façon de bosser de manière pro? De manière pro, alors quand je bosse pour des marques, notamment de vêtements par exemple, il peut m'arriver de proposer de l'argentique. C'est quand même assez rare, parce que souvent le client a besoin d'avoir les photos rapidement, et t'as beau expliquer que ton travail c'est ça, ils vont te demander malgré tout. Il y a une espèce de garantie avec le numérique, évidemment. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je propose voilà, du numérique et à côté des photos supplémentaires. D'accord, tu fais un package où tu proposes en fait un peu d'argentique à côté. Avec des photos qui sont art, c'est-à-dire des photos qui vont te permettre justement, qui seront un peu plus spécifiques et qui vont permettre d'avoir voilà, une espèce de travail un peu plus artisanal, qui serait un petit peu différent, et que j'essaye après de pousser les marques de communiquer sur ces photos-là de manière voilà, plus artisanale, sur le côté argentique de ces photos, plutôt que de simplement les mettre, voilà, ça c'est comment dire, de cacher le fait que c'est de l'argentique et du numérique, au contraire. C'est pas à mettre en opposition, quoi. Tout à fait, je vois. Et puis effectivement, juste peut-être scinder les choses en montrant que le numérique est de l'image, là où la photographie peut vraiment être vue comme un art à part entière et pas juste un produit fini, que ce soit même pour une marque de fringues ou un shooting. Voilà, et ça passe par le format aussi. J'aime beaucoup shooter en moyen format, en 6:6, qui est un format
à l'heure actuelle qui marche beaucoup sur Instagram. Bah forcément carré évidemment sur voilà. les plateformes mais actuelles. Pour le commun des mortels, on va dire que c'est pas vraiment le format normal auquel on est habitué. Non mais bon, il existe dans le temps depuis longtemps et donc c'est quand même un truc qui peut revenir par moment. En tout cas moi j'arrive à voir la notion d'envie d'utilisation du 6.6 pour certains types de projets, ça marche super bien dès lors qu'on joue un peu sur des symétriques et autres dans des photos de mode. Bah tout de suite, en fait un format carré c'est génial, ça permet plein de choses dans ses compositions et autres quoi. Donc ouais, je comprends carrément. Dans tes projets actuels ou à venir, il y en a un dont tu voudrais nous parler, ça peut être je sais pas, un projet pro ou une expo. Je suis en train là, j'ai presque terminé de monter mon propre espace sur mon site web où je partage mon travail mais de manière beaucoup plus libre, sans restriction, sans censure. D'accord, par rapport aux réseaux sociaux justement et autres. Mon premier moyen de communication actuellement c'est Instagram. Et avec la censure, l'augmentation de censure et les restrictions. La nudité n'est pas possible, donc déjà forcément disons qu'elle était tolérée jusqu'à présent, mais de moins en moins, et aujourd'hui, bon nombre de personnes se font censurer des photos avec une femme avec de la lingerie par exemple, qui est une aberration. Bon, je ne veux même pas parler du téton, Bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est de plus en plus difficile de proposer un contenu qui n'est pas mainstream sur une plateforme comme Instagram et donc voilà, je propose moi une plateforme où je vais partager du contenu à un prix super abordable. C'est simplement moi pour pouvoir partager ça de manière libre, que les gens puissent y accéder et puis la contrepartie que je demande va finalement me servir à acheter des pellicules. Ok, c'est un chouette projet, c'est un truc qui est en cours, qui va bientôt sortir. Ok, donc c'est pas encore en ligne, mais ce sera le cas. Ouais. Ok, super, bah, chouette projet, écoute. Est-ce que tu aurais une collab dont tu rêverais, vu que toi tu fais de la photo de mode? Est-ce qu'il y a vraiment une marque ou un modèle ou vraiment une collab dont tu rêverais de faire? Ce serait un gros kiff de le faire. J'ai pas trop une collab. Pas particulièrement? Non, pas particulièrement. J'essaie de réfléchir un petit peu, mais. Ouais, c'est pas obligé d'en avoir une en particulier. En tout cas, tu es assez ouvert sur le fait qu'on te propose en tout cas des collabs ou des trucs comme ça sur les marques. Ouais, bah, j'ai pas vraiment de marque. Ok, tu t'es pas mis de restrictions non plus Non, pas particulièrement. Ok. On va parler d'inspiration ou d'admiration même. Est-ce que tu as des photographes que tu kiffes plus que tout en référence ou en inspi ou même des photographes décédés, hein, ça peut être vraiment... Oui, alors en photographe, je dirais plutôt, moi vraiment ma première inspiration c'est le cinéma. C'est oui, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit. Encore et toujours. Ouais. Et je pourrais citer quelques grands noms de la photographie, mais finalement c'est vraiment dans le cinéma que je puise, ou dans des directeurs de la photo. Donc plutôt des dire-fautes que vraiment des photographes. Ouais, est-ce que tu en as en particulier? Emmanuel Lubezki, c'est ça? Ça me dit quelque chose, ouais, le nom. C'est le directeur photo des films de Terrence Malick. Ok, c'est ça, c'est Malick, ouais, c'est pour ça. Ok, je vois très bien. Et de Iñárritu aussi, du coup. qui travaille en lumière naturelle. Voilà, quand moi je regarde des films de Terrence Malick, ce que je fais parfois c'est j'enlève le son et je regarde juste l'image, la composition, comment il compose, comment il travaille la lumière et comment lui il va essayer d'aller chercher cette espèce de moment. Ça m'inspire vraiment beaucoup. Voilà. Après il y en a d'autres. Dernièrement j'ai vu la deuxième saison de Euphoria. Je crois qu'il s'appelle Marcel Rêve, le directeur de la photo. Ils ont fait un travail complètement fou, tout a été shooté en pellicule. Et voilà, c'est une série où en fait je la regarde pas tant pour ce qu'elle raconte, qui finalement au bout d'un moment moi me sature de ces histoires de teenage. J'enlève le son. Mais pour l'image. J'enlève le son et je regarde les images parce que c'est vraiment ce genre de série, c'est des têtes de gondole. Chaque épisode, tu peux regarder chaque séquence, tu peux regarder vraiment comment tout est placé au niveau de la lumière, au niveau des regards, au niveau de la créativité, tout ce qu'ils apportent. Et pour moi, ça, c'est des années d'inspiration. Ok, excellent. C'est marrant, c'est pas un truc auquel pour l'instant on m'a répondu sur le fait d'aller puiser son inspiration plutôt vraiment chez les dire-fautes, donc dans le mouvement en tout cas, dans l'image animée, que dans l'image fixe photographe. Mais c'est très cool d'avoir cette approche-là. C'est quelque chose que tu essaies de reproduire du coup dans ton travail, toi? En fait, à la base, j'ai fait des études de cinéma. D'accord, et c'est toujours vers le cinéma vers l'image en mouvement que je me tourne.
Donc finalement c'est ça que j'essaie de retrouver, tout en me rendant compte qu'en photo fixe, en image fixe, on peut raconter des choses. Ouais, bien sûr, ouais, c'est pas antinomique du tout, au contraire. Voilà, mais c'est toujours vers ça que je me retourne, et quand je ne sais pas, j'ai pas d'inspiration, je me tourne toujours vers ce genre de contenu, parce que c'est là qu'il y a le mouvement, c'est là qu'il y a la lumière, tout est au maximum. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est ce qui t'émeut le plus. Enfin, on a l'impression vraiment plus que la photo purement à proprement parler, c'est ce mélange de tous les médiums qui va amener des séquences incroyables dans certains films. Après, il y a aussi des photographes, évidemment. Hein, et, je pense en photographe de mode à F.C. Gunther ou à Pete Lindbergh, tu vois, bon, un peu des grosses. Ouais, mais bon, en même temps, leur travail est super inspirant pour chaque génération qui viendront après. Hein. On peut difficilement se passer, en tout cas, des pontes, peu importe le domaine, évidemment, parce que chaque génération va un peu reproduire ou piquer des trucs à l'une ou à l'autre pour enrichir justement quelque chose, quoi. Tout à fait. Donc je suis très curieux aussi de ce que ces personnes-là ont pu créer, ces artistes-là, et je me rends souvent dans des expositions pour regarder un petit peu, puiser des choses, me demander comment ils ont travaillé la lumière, comment ils ont travaillé le cadre. C'est très intéressant aussi, évidemment, de puiser là-dedans, quoi. C'est clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, David, dans ton avenir pro et personnel photographique? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De continuer de faire de la photo argentique encore longtemps, et on peut me souhaiter... Ouais, je sais pas trop ce que vous pouvez me dire. Bah écoute, déjà continuer de faire de la photo argentique le plus longtemps possible, c'est déjà très très cool, parce que nous forcément on est content de ça, et puis comme il y a pas mal de fans en plus de ton taf, dans les gens qui bossent à Nation Photo, on est ravis évidemment que des personnes comme toi continuent de shooter en argentique. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un truc à dire, ou un mot pour Nation Photo? Moi j'ai un mot pour Nation Photo, okay. Justement, heureusement que Nation Photo existe, et c'est hyper important justement que des labos comme ça soient vraiment aussi proches déjà de ses clients, proposent un travail toujours très pro à des prix qui sont assez intéressants, et honnêtement j'ai vécu en Espagne, du coup j'ai eu affaire à d'autres labos, et je suis très content d'être à Paris pour ça, et vraiment une grande partie pour laquelle je peux continuer de faire de la photo argentique et de manière abordable, et comment dire, que mon travail soit développé dans des temps qui sont intéressants, etc. C'est en partie grâce à Nation Photo, et donc moi je suis vraiment pour que vous soyez là encore longtemps, quoi. C'est cool. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup David d'avoir été là aujourd'hui pour nous dire quelques petits mots. On va dire au revoir à tout le monde, et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine interview ou un prochain épisode. Ciao ciao!